Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le secrétaire administratif permanent du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, Eric Kondia. Eric Kondia est par ailleurs le coordonnateur de l'unité de gestion du programme de coopération transfrontalière locale dont le bilan va faire l'objet de cette émission. Bonjour Eric Kondia. Bonjour Dicom. Merci d'accepter de répondre à notre invitation. Nous allons parler effectivement du programme de coopération transfrontalière locale mis en œuvre en même temps avec la commission de l'UEMOA, le Conseil des collectivités territoriales et avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Ce programme, donc, comme je le disais, vise à améliorer la gouvernance transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Il y a eu la première phase. Et maintenant, nous sommes sur la deuxième phase. Parlez-nous un peu de ce programme. D'accord. Merci beaucoup, Decom. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier de me convier à cette prestigieuse émission. Voilà, donc, pour commencer, on peut se poser la question. Pourquoi intervenir dans la coopération transfrontalière locale? C'est parti des constats. Les zones transfrontalières, ce sont des zones marginalisées, des zones qui sont éloignées des capitales, les centres de décision, des zones qui souffrent en matière d'infrastructures sociales de base, qui souffrent d'un manque criard de services publics. Ce sont des zones aussi aujourd'hui qui sont confrontées, qui sont vraiment en première ligne pour les tensions. Tensions liées à la gestion, à l'exploitation des ressources naturelles, à la transhumance. Et nous avons aujourd'hui ce problème sécuritaire où ils sont plus exposés. On a un flux massif de déplacés, internes, externes. Voilà. Donc, c'est au nombre de tous ces constats que la commission de l'UEMOA et le Conseil des collectivités territoriales ont décidé de faire de la coopération transfrontalière un tremplin pour promouvoir le développement local, promouvoir la cohésion sociale, la paix et l'intégration entre les populations de part et d'autre des frontières. Alors justement, j'allais y revenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous entendez par zone transfrontalière? Comment on peut délimiter une zone transfrontalière sur le plan géographique? Les zones transfrontalières, on l'a défini par des zones, c'est des espaces partagés entre des populations de part et d'autre de la frontière. Donc nous avons à cet effet, donc on peut avoir des collectivités territoriales situées entre 2 ou 3 pays ou plusieurs pays, des collectivités de premier niveau, des collectivités régions. Voilà, donc il faut au minimum un espace partagé entre 2 pays ou plusieurs pays. C'est ça, une zone transfrontalière. Alors, pour revenir maintenant sur le programme de coopération transfrontalière, comme je le disais tantôt, il y a eu la première phase et nous sommes maintenant à la deuxième phase. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce programme? Donc effectivement, le PCTL, le programme de coopération transfrontalière locale, est à sa phase 2. La phase 1 a débuté pour la période de 2015 à 2020. La phase 2 a démarré en 2021 et elle court jusqu'à fin décembre 2025. Donc, vous l'avez dit, c'est un programme qui est cofinancé par la commission de l'UEMOA et la coopération suisse à hauteur de 10,7 milliards, donc 10 milliards 700 millions. Ce programme est mis en œuvre par le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Qui est un organe consultatif. Oui, c'est ça. Avec une unité de gestion qui l'appuie dans la mise en œuvre. Voilà, donc le PCTL intervient aujourd'hui dans 6 espaces de notre sous-région. Vous avez l'espace de l'Iptako-Gourma qui est partagé entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Vous avez l'espace Sikasso-Korogo-Bogo-Dioulasso qui est partagé entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc vous avez aussi le bassin du fleuve Sénégal qui regroupe 4 États, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Nous avons l'espace de coopération de la Volta Noire entre le Burkina, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Vous avez la bande côtière entre le sud Bénin et le Togo. Et l'espace d'Indiganda qui regroupe le Bénin, le Niger et le Nigeria. Donc ce programme cible les collectivités territoriales des zones transfrontalières et leurs fêtières.
Donc les principaux bénéficiaires, bien entendu, ce sont les populations qui vivent dans ces espaces transfrontaliers. Dans les zones transfrontalières. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le diagnostic a montré que ce sont des populations assez vulnérables, des populations qui manquent des infrastructures et donc leur permettre d'accéder aux infrastructures, aux services socio-économiques et culturels dans un environnement juridique, institutionnel et sécuritaire favorable. C'est ça exactement l'objectif du PCTL. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cet objectif est atteint? Aujourd'hui, on peut se réjouir. Après 10 années d'intervention, on peut se réjouir parce que nous avons des acquis. Des acquis parmi lesquels, tout d'abord, pour ces espaces, on a pu développer des outils d'intervention qu'on appelle le SATI. Le SATI, c'est le schéma d'aménagement transfrontalier intégré qui permet à l'espace de se doter d'une vision, qui permet à l'espace d'identifier des projets prioritaires, d'avoir, in fine, un portefeuille de projets bancables. Donc, à partir de là, la fêtière peut faire le plaidoyer pour pouvoir mobiliser les ressources. 3 SATI ont été élaborés pour la zone Escabo, pour C3 Sahel, Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso et la zone de l'Itagourma. Et tout récemment, dans le bassin du fleuve Sénégal. 3 SATI sont en cours pour les 3 autres espaces récents. Voilà, donc avec le SATI, vraiment, le développement des espaces sont planifiés à court, à moyen et à long terme. Après l'élaboration des SATI, le programme a aussi contribué à la mise en œuvre de certains projets prioritaires sur différentes thématiques. Vous avez, par exemple, au niveau de la mobilité transfrontalière, qui est un problème dans ces zones-là, puisque nous avons des localités qui ont besoin de connectivité. On a besoin vraiment de permettre aux populations d'accéder à certains services sociaux de base. C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu réaliser des pistes transfrontalières dans la zone... Des pistes rurales. Des pistes rurales avec des ouvrages de franchissement dans la zone de Ouanyan-Waronki. C'est une zone qui est partagée entre le Burkina Faso et le Mali. Nous avons aussi dans la zone Escabo, entre Fakola et Débété. Donc, des pistes ont été réalisées. Vous avez aussi entre le Bénin et le Togo, nous avons pu doter de barques motorisées aux populations qui sont sur le lit du fleuve pour pouvoir permettre la mobilité des élèves. Donc, il faut dire que... Des élèves qui doivent partir du Togo pour aller à l'école au Bénin. C'est exact. Donc, il faut dire, c'est ça vraiment la grande valeur ajoutée à saluer. Dans ces zones-là, vous pouvez souvent avoir, par exemple, un service stratégique comme un centre de santé qui est situé à 2 km d'une localité. À certaines périodes, comme pendant la saison hivernale, vous avez le lit d'eau qui ne permet pas aux populations de pouvoir accéder à ces centres. Il faut parcourir des centaines de kilomètres pour pouvoir y accéder. Mais en réalisant ces ouvrages, vous réduisez considérablement le temps. Voilà, ça permet aussi... L'accès est facilité. Vous permettez aussi à ces populations de découler facilement leurs produits agricoles. Ce qui fait que, bon, on génère de l'emploi, on génère des revenus. Au niveau de l'école, c'est des vies que nous sauvons parce que les élèves traversent avec des moyens de fortune. Mais en réalisant ces bacs motorisés, en moins de 5 minutes, ils sont à l'école. Ça va améliorer l'accès à l'éducation des enfants de ces zones qui sont défavorisées. Après les infrastructures de mobilité, d'autres infrastructures ont été réalisées, des infrastructures marchandes. Vous avez le marché de Terra. Terra est situé dans la zone C3 Sahel, particulièrement au Niger. Vous avez aussi le marché de Gao qui est en cours aujourd'hui. Donc ces infrastructures aujourd'hui permettent d'avoir un cadre organisé. Ça permet de booster l'activité économique de la zone. Les commerçants ont des grands espaces pour faire du stockage, pour faire des échanges. Au niveau de Terra, par exemple, le marché qui s'animait une fois par semaine, aujourd'hui, s'anime toute la semaine. Donc vous avez le grand marché tous les jeudis, mais au-delà du jeudi, quotidiennement, vous avez toujours un marché qui est en cours. Donc c'est des gains pour les commerçants, c'est des gains pour la commune, parce que à travers le marché, on arrive à avoir des impôts et taxes qu'on réinjecte dans le développement local. Ça, c'est au niveau des infrastructures marchandes. Au niveau, toujours dans la zone Escabo, nous avons réalisé par exemple un périmètre hydro-agricole de 50 hectares de type semi-californien avec un pompage solaire.
Cela permet aujourd'hui à la commune de Wéléni, voilà, de pouvoir créer des emplois, de pouvoir produire, contribuer à lutter contre la sécurité alimentaire. Produire en contre-saison. En contre-saison, oui, oui. La production, elle est de façon continue. Pendant la saison pluviale, on produit du riz. Pendant la saison de contre-saison aussi, on a les autres spéculations comme produits. Voilà, donc ça c'est un exemple. Au-delà de ça aussi, on a réalisé des forages, plus de 50 forages dans la zone, pour pouvoir permettre aux autres d'accéder à l'eau. Voilà, donc ça c'est vraiment des exemples de réalisation que nous avons eu à faire. Mais il faut aussi noter un autre acquis qui n'est pas des moindres. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi sécuritaire qui est très préoccupant. Notamment dans certaines zones transfrontalières. Donc la coopération transfrontalière, à travers ces interventions, est aussi une contribution pour pouvoir contrer cette avancée du terrorisme. Parce qu'elle permet d'offrir des conditions de vie agréables dans ces populations. J'ai cité tout de suite le périmètre hydro-agricole de Wéléni, qui a permis de créer 200 emplois directs. Donc les jeunes sont occupés utilement. Donc avec ces jeunes, on ne peut plus brandir 200 000 francs pour pouvoir les enrôler dans les forces de mal. Donc pour nous, c'est une solution durable qui contribue à pouvoir contrer l'entrée du terrorisme. On va aborder cette question, ce défi sécuritaire. Aujourd'hui, avec cette situation, comment les parties prenantes aujourd'hui se donnent-elles la main pour trouver des solutions? Vous en avez parlé, mais comment ça s'opère sur le terrain pour pouvoir atteindre des résultats positifs? Aujourd'hui, effectivement, la question sécuritaire est une réalité qui a un peu, en tout cas, freiné la mise en œuvre du PCTL. Mais grâce au dispositif que nous avons mis en place, cela a permis de pouvoir assurer la mise en œuvre des activités. Dans le cadre du PCTL, on a priorisé un dispositif local. Ça veut dire qu'on a responsabilisé entièrement les acteurs à la base pour pouvoir conduire eux-mêmes leurs projets de développement. Donc les collectivités territoriales et les fêtières sont maîtres d'ouvrage des projets qui se mènent dans ces territoires-là. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des zones à risque. Quand vous prenez le barrage de Gossi, quand vous prenez le marché de Gao, c'est des zones à risque. Mais les activités arrivent à se mener correctement. Donc ce que le PCTL a fait, en considérant le dispositif, on est conscient que les acteurs à la base, par moment, n'ont pas vraiment toutes les compétences nécessaires. On les a dotés d'une assistance technique à la base, qui les suit, qui les accompagne. Et au niveau central, on fait l'assurance qualité, on fait le suivi. Voilà, c'est vraiment le dispositif. Et sur le terrain, on peut dire aujourd'hui que cela se passe très bien. Cela se passe très bien et c'est un acquis parce qu'en même temps qu'ils arrivent à mettre en œuvre ces projets, en même temps, nous avons renforcé les capacités de ces acteurs-là. Ça fait que désormais, ils sont à mesure de conduire des projets similaires. Parce que vous avez des zones effectivement où, au niveau central, avec ces risques vraiment, les gens ne veulent pas s'y rendre. Mais eux-mêmes, ils prennent en dessin. Ils prennent en dessin leurs projets. Vous avez tout à l'heure évoqué le bilan du PCTL, du programme de coopération transfrontalière locale. Beaucoup d'infrastructures ont été réalisées sur le terrain. Et comme on le disait en début d'émission, nous avons eu la première phase et nous sommes à la deuxième phase qui prend fin au mois de décembre de cette année. Quelles sont les perspectives de ce programme qui a eu tant de réalisations sur le terrain? Effectivement, nous avons eu une phase 1, une phase 2 et on espère bien entendu une phase 3. Donc après une évaluation de la phase 2 qui est en cours. Les perspectives, c'est d'abord consolider les acquis. C'est consolider les acquis. Nous avons appuyé des espaces transfrontaliers. Nous avons élaboré des SATI. Les SATI ont permis d'avoir des portefeuilles de projets qui se chiffrent à hauteur de milliards. Pour les 3 SATI, nous avons environ 200 milliards à financer. Bien entendu que le PCTL a déjà financé certains projets pilotes. Le défi, c'est vraiment appuyer ces espaces à pouvoir mobiliser des financements auprès des partenaires techniques et financiers. Donc là, il faut se dire déjà que du travail a été réalisé.
il faut féliciter la commission, l'UEMOA est pionnier au niveau des interventions sur la coopération transfrontalière dans la sous-région. En y intervenant, elle n'avait pas pour vocation d'intervenir seule. Donc l'une de ses missions, c'était vraiment faire le plaidoyer auprès des États, faire le plaidoyer auprès des institutions sous-régionales, faire le plaidoyer auprès des PTF pour que, ensemble, ils puissent inscrire ce volet comme volet prioritaire dans leur intervention. Après 10 ans, ça portait ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, en plus du PCTL de l'UEMOA, vous avez d'autres partenaires qui ont marqué de l'intérêt. Il y a par exemple l'Union européenne qui intervient à travers son projet Escaboa, qui intervient en complémentarité avec les interventions de l'UEMOA. Et d'ailleurs, pour ce programme, l'UEMOA est le président du comité de pilotage de ce programme-là. Cela vraiment a été suscité par les interventions de l'UEMOA qui ont fait tache d'huile, qui ont convaincu vraiment les partenaires. Après l'Union européenne, il y a d'autres partenaires aussi, la Banque mondiale, aujourd'hui aussi intervient dans les espaces transfrontaliers. Il y a la BAD. La BAD actuellement est en train La Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement est aujourd'hui en train de formuler des projets sur la fragilité pour pouvoir intervenir dans les zones transfrontalières locales. Il y a eu la coopération française qui a intervenu dans la zone C3 Sahel et dans la zone Escabo. Voilà vraiment, donc au cours de la deuxième phase, on va toujours poursuivre ce plaidoyer pour pouvoir vraiment attirer les États, attirer les partenaires techniques et financiers à pouvoir investir. Merci Eric Kondia. Je rappelle que vous êtes secrétaire administratif permanent du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, le CCT-UEMOA, qui est un organe consultatif de l'Union. Vous êtes en même temps le coordonnateur de l'unité de gestion du programme de coopération transfrontalière locale. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.